Imaginons un instant recevoir un jet de gaz lacrymogène ou de bombe au poivre en plein visage. La peau semble s'enflammer instantanément, les yeux brûlent à en hurler, la respiration se bloque. Ouais, c'est la panique totale. Exactement. Et l'instinct de survie, le réflexe vraiment le plus primitif de n'importe quel être humain dans cette situation, c'est de se précipiter vers le premier point d'eau venu et de se rincer le visage à grandes eaux. On veut éteindre l'incendie, quoi. C'est sûr, ça paraît totalement logique. Sauf que, en médecine d'urgence de terrain, céder à cet instinct va littéralement multiplier la douleur par 10. C'est fou de se dire ça. Ça aggrave la brûlure chimique, en fait. Aujourd'hui, notre exploration plonge justement au cœur de ces situations où nos réflexes de survie ont tout faux. Parce que, pour le coup, l'instinct est un très mauvais médecin d'urgence. On a vraiment pris l'habitude de déléguer notre sécurité à des institutions, à du matériel hyper sophistiqué, à des protocoles hospitaliers. Absolument. Mais quand la technologie disparaît, ou quand on se retrouve seul au milieu d'une forêt, ou même dans son salon face à un effondrement soudain, la panique s'installe. Et le vide matériel crée un vide psychologique catastrophique. On se sent démuni. Bon, décortiquons ça, parce que c'est là qu'intervient l'ouvrage passionnant qui nourrit notre discussion, Les gestes de médecine d'urgence sans matériel de Philippe Écalard. Un livre qui ne propose pas de jouer au chirurgien du dimanche, hein. Non, c'est pas du tout ça. C'est plus un guide de survie intellectuelle. Il s'adresse à quiconque refuse de subir l'impuissance face à l'imprévu. Le postulat est brillant. Quand on n'a plus rien dans les poches, les seuls outils qui restent sont deux mains, une voix et la connaissance pure de la mécanique du corps humain. La physiologie devient notre trousse de secours, en somme. Et si on reprend l'exemple du gaz lacrymogène de tout à l'heure, l'eau semble être la solution logique, mais la chimie s'en moque complètement. Oui, la chimie a ses propres règles. Exactement. Les agents irritants utilisés dans ces gaz, comme le gaz CS ou la capsaïcine, ils ont des propriétés moléculaires très précises. Si on projette de l'eau dessus, on déclenche une réaction chimique qui s'appelle l'hydrolyse. Donc l'eau ne lave pas le produit? Non, elle le réactive point. Et pire, l'eau va ouvrir les pores de la peau, ce qui permet aux molécules toxiques de pénétrer encore plus profondément dans l'épiderme. C'est le syndrome de la friteuse en feu, en fait. On jette un verre d'eau en pensant éteindre l'huile bouillante, et paf, on provoque une explosion qui ravage la cuisine. C'est une excellente analogie. Et l'auteur propose d'ailleurs une parade domestique hyper étonnante si on n'a pas de sérum physiologique sous la main, utiliser du lait démaquillant gras pour le visage. Ah oui? En lisant ça, j'ai d'avoir cru à une astuce beauté égarée dans un manuel de survie. Je sais, ça surprend. Mais la logique derrière est implacable. Ces agents chimiques irritants sont pour la plupart liposolubles. Ça veut dire qu'ils se dissolvent dans les graisses et pas dans l'eau. D'accord, donc le corps gras du lait démaquillant va venir encapsuler le gaz. Voilà. Ça emprisonne les particules sans déclencher cette fameuse hydrolyse. On peut ensuite essuyer le tout doucement. On remplace une réaction de panique destructrice par une manipulation chimique complètement froide et calculée. C'est brillant. Et cette déconstruction des mythes est encore plus vitale quand on s'éloigne de la ville. Prenons l'angoisse classique du randonneur, la morsure de vipère. Ah, le grand classique. Le cinéma nous a conditionnés avec un protocole ultra dramatique. Le héros sort son couteau de chasse, il incise la plaie en croix, pose la bouche sur la morsure pour aspirer le venin en crachant de façon très théâtrale, puis il serre un garrot autour du bras de toutes ses forces. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point Hollywood a probablement coûté plus de membres et de vie avec cette séquence que les serpents eux-mêmes. Sérieux? À ce point-là? J'ai longtemps pensé que c'était la marche à suivre si les secours n'arrivaient pas assez vite. Surtout pas. Le livre d'Écalard détruit cette imagerie point par point. Faire un garrot artériel, par exemple, c'est condamner le membre. Parce qu'on bloque le sang. C'est ça. En bloquant totalement la circulation, on concentre le venin et les toxines nécrosantes dans un espace confiné. Les tissus meurent très rapidement et ça rend souvent l'amputation inévitable. Ah ouais, c'est terrifiant. Et attends, quand le garrot finit par être relâché, le choc toxique massif qui est envoyé d'un coup dans le système cardiovasculaire peut provoquer un arrêt cardiaque. Et pour l'incision avec le couteau? Ça ne fait que créer une porte d'entrée béante pour une surinfection immédiate, tout en lacérant des tissus déjà super fragilisés. Bon, on oublie donc l'aspiration à la John Wayne, mais l'ouvrage préconise une approche qui semble presque contre-intuitive, tellement elle est passive, l'immobilité absolue. Oui, on traite la personne mordue exactement comme si elle avait une fracture ouverte. On l'allonge, on pose une attelle de fortune avec une branche, et on lui interdit le moindre effort. Juste l'allonger. Mais le venin circule quand même, non? L'explication se trouve dans la façon dont le venin voyage, en fait.
On imagine à tort qu'il est injecté directement dans une veine et qu'il file vers le cœur à la vitesse d'un TGV. Bah, c'est l'image qu'on en a, ouais. Mais c'est faux. Le venin de ces serpents est injecté dans le tissu sous-cutané ou musculaire et il est absorbé par le système lymphatique, pas par le système sanguin veineux. C'est comme un tuyau d'arrosage sous pression. Le cœur pompe, le sang circule tout seul, qu'on bouge ou non. Exactement. Mais le système lymphatique, lui, fonctionne comme une pompe manuelle à eau. Une pompe dont le moteur est le muscle. Ah d'accord. La lymphe ne circule vraiment que lorsque les muscles environnants se contractent. Donc chaque pas que fait la victime, chaque mouvement de bras, chaque accélération du cœur, due à la panique, ça agit comme une pression sur cette pompe manuelle. Ça propulse le venin plus haut dans le corps. Voilà. L'immobilité stricte est donc un acte médical, en soi. C'est l'interruption mécanique de la diffusion du poison. C'est là que ça devient vraiment intéressant. En parlant de pompe mécanique et de fluide corporel, il y a un autre domaine où le livre excelle. C'est la relance d'une machine cellulaire qui s'enraye avec les objets du quotidien. L'alchimie domestique, oui. Imaginons un jeune enfant terrassé par une gastro-entérite sévère un dimanche soir, loin de toute pharmacie. La déshydratation s'installe à une vitesse effrayante. Les yeux se creusent, la léthargie apparaît. La tentation, c'est de lui faire boire des verres d'eau pure pour compenser. Ce qui est une grosse erreur. L'auteur nous avertit que donner uniquement de l'eau pure à un corps en déshydratation avancée peut être dangereux. Attends, donner de l'eau à quelqu'un de déshydraté, c'est dangereux? L'eau pure ne suffit pas, parce que la déshydratation infantile liée aux diarrhées n'est pas seulement une perte de liquide, c'est une fuite massive d'électrolytes, notamment de sodium. Ah, le sel? Oui, si on inonde l'estomac d'eau pure, on dilue le peu de sodium qui reste dans le sang. Au niveau cellulaire, ça crée un déséquilibre osmotique. L'eau va s'engouffrer dans les cellules pour tenter d'équilibrer la concentration. Et ça, l'effet gonfle. Jusqu'à mener, dans les cas extrêmes, à un œdème cérébral. Il faut impérativement que l'eau soit accompagnée de ces transporteurs. C'est pour ça que l'ouvrage propose une recette de réhydratation d'urgence. Dans 1 litre d'eau, on dissout très exactement 6 morceaux de sucre et 3/4 de cuillère à café de sel. C'est un truc qu'on peut faire au milieu de la nuit avec les fonds de placard. Et cette recette, elle s'appuie sur le mécanisme des cotransporteurs sodium-glucose dans nos intestins. Pour faire simple, imaginez une porte verrouillée sur la paroi de l'intestin qui mène vers le sang. D'accord, je vois l'image. Cette porte ne s'ouvre que si une molécule de sel et une molécule de sucre se présentent ensemble en se tenant la main. Le sucre fournit l'énergie, le sel déverrouille le passage et l'eau est entraînée avec eux par effet d'osmose. L'auteur pousse d'ailleurs le pragmatisme jusqu'à suggérer que si on se trouve dans un désert de mastic total sans sel ni sucre, du Coca-Cola dégazéifié peut sauver la mise temporairement. Oui, car il contient intrinsèquement cette combinaison d'eau, de sucre et de minéraux pour forcer l'hydratation. C'est le même principe. Cette idée que les électrolytes dictent la survie cellulaire nous amène naturellement à l'organe électrique par excellence, le cerveau. Et quand l'électricité du cerveau s'emballe, on fait face à une des situations les plus angoissantes à observer au quotidien. La crise d'épilepsie. Voilà, la personne s'effondre au supermarché. Son corps est secoué de spasmes violents. Immédiatement, quelqu'un dans la foule va crier qu'il faut lui ouvrir la bouche pour éviter qu'elle n'avale sa langue. On voit des gens essayer de forcer l'insertion de leurs doigts ou d'une cuillère entre les dents. Ce geste relève presque de la mutilation involontaire, franchement. Anatomiquement parlant, il est impossible d'avaler sa langue. Elle est solidement ancrée au plancher buccal. Mais on l'entend tout le temps, cette légende? Je sais. Ce qui se passe en réalité, c'est que le relâchement musculaire, ou la position de la tête, peut amener la base de la langue à obstruer les voies aériennes. Et forcer l'ouverture d'une mâchoire verrouillée? Par ce qu'on appelle le trismus, une contraction tétanique des muscles, ça va invariablement aboutir à des dents brisées qui pourront ensuite être inhalées et perforer les poumons, ou alors à des morsures très graves pour le sauveteur. Le livre est très clair là-dessus, on sécurise d'abord l'environnement pour que la personne ne se blesse pas contre des meubles. Mais il propose une technique spécifique d'improvisation pour protéger la bouche et uniquement si les mâchoires ne sont pas encore totalement verrouillées. Oui, il suggère d'utiliser un objet rigide mais souple, typiquement un portefeuille en cuir épais. Qu'on ne va surtout pas enfoncer dans la gorge. Ah non, la nuance de placement est vitale. On le glisse en travers de la bouche, entre les arcades dentaires supérieures et inférieures, un peu à la manière d'un mors de cheval. D'accord, donc ça dépasse sur les côtés. Exactement. L'objectif n'est pas de retenir la langue, mais de créer une cale amortissante.
Lors de la phase tonique de la crise, les mâchoires vont se refermer avec une force phénoménale. Et le portefeuille va empêcher les dents de se briser. Et surtout empêcher que la langue, qui peut être projetée entre les dents par les spasmes, ne soit gravement sectionnée. Si on relie ça à la situation dans son ensemble, on utilise la physique d'un levier pour bloquer une mécanique musculaire hors de contrôle. Manipuler la physique du corps, c'est une chose. Mais on peut aussi manipuler la thermodynamique face aux menaces de la nature. Changeons de décor. Une plage magnifique, on marche dans l'eau tiède et d'un coup une douleur fulgurante qui donne la nausée, irradie depuis le pied. La fameuse piqûre de vive, ou de raie ou racasse. Fine, on n'a pas de glace. Comment on gère cette urgence sans craquer le nerf? En retournant la structure même de l'arme de l'animal contre lui. Les venins de la grande majorité de ces espèces marines partagent une faille structurelle majeure. Ils sont thermolabiles. Thermolabile. C'est-à-dire C'est un terme biologique qui indique que l'architecture des protéines du venin se disloque sous l'effet de la chaleur, généralement autour de 50 à 55 degrés. Ah, c'est comme le blanc d'un œuf cru. Il est liquide et translucide, mais dès qu'on le chauffe dans une poêle, ses protéines se lient, il devient solide et blanc. On dénature la protéine? C'est une super image. L'ouvrage explique qu'il faut donc approcher une source de chaleur le plus près possible de la piqûre, sans brûler la peau évidemment. Ça peut être l'eau très chaude des douches de plage, ou un sèche-cheveux. Ou même dans un dénuement total, la braise d'une cigarette incandescente, maintenue à quelques millimètres de l'épiderme. La chaleur traverse la peau et vient littéralement cuire les molécules de venin qui n'ont pas encore eu le temps de se diffuser. Et ça soulage. La destruction des toxines est mécanique, oui, et la chute de la douleur est souvent rapportée comme étant drastique et hyper rapide. Mais attends, laisse-moi faire l'avocat du diable une seconde. Pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, ça ressemble à des injonctions totalement paradoxales. D'un côté, on doit poser une poche de froid sur une morsure de serpent, et de l'autre, on doit quasiment brûler la piqûre d'un poisson avec une cigarette. Au moment de l'accident avec le stress, n'importe qui s'en mêlerait les pinceaux. Et c'est justement l'écueil du par cœur sans compréhension. Si on se contente d'apprendre des recettes de cuisine médicale, on panique et on se trompe. C'est clair. Toute la philosophie de l'ouvrage est de fournir la raison d'être du geste. Si on comprend que le serpent injecte un liquide qui voyage par une pompe lymphatique, la logique impose le froid pour contracter les vaisseaux et l'immobilité. Oui, vu comme ça. Et si on comprend que le poisson marin injecte une protéine microscopique qui fond à la chaleur, la logique impose le chaud. Comprendre le pourquoi efface instantanément le risque de confusion sur le comment. C'est la victoire de la logique sur la panique. Et cette ingéniosité physiologique s'applique même aux menaces minuscules comme la tique. Le premier réflexe idiot qu'on a tous eu, c'est de tirer dessus avec les doigts ou une pince classique. Grave erreur, oui. Le rostre de la tique, sa bouche, est équipé de crochets inversés. Si on tire brutalement, on arrache le corps, mais la tête reste enfouie. Et elle régurgite les bactéries de la maladie de Lyme directement dans notre sang. Le livre aborde la biologie de la tique pour trouver la solution, encore une fois. Les tiques, comme beaucoup d'arachnides, n'ont pas de poumons pour respirer comme nous. Elles possèdent un système avec de petits orifices respiratoires appelés stigmates sur les côtés de leur abdomen. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? L'auteur exploite cette anatomie avec une tactique d'étouffement. En créant un dôme épais de dentifrice, de vaseline ou d'huile de cuisine, sur la tique, on obstrue ces stigmates. On la noie dans l'huile, littéralement. Voilà. Privée d'oxygène, la tique va entrer en détresse respiratoire. Et pour tenter de survivre et de fuir, elle va d'elle-même relâcher la pression de ses crochets. C'est machiavélique mais génial. Il suffit ensuite de s'improviser un outil de micro-ingénierie. L'auteur décrit comment découper une petite fente en biseau dans un emballage en plastique rigide, genre l'opercule d'une boîte de tomates cerises, pour glisser cette encoche sous la tique ramollie et la soulever doucement sans la décapiter. On passe de la micro-ingénierie pour un insecte au défi absolu du contrôle psychologique dans la dernière partie de l'ouvrage. Si retirer une tique demande de la patience, gérer l'arrivée d'une nouvelle vie sans aucune assistance médicale demande une maîtrise totale de ses propres terreurs. L'accouchement inopiné à domicile, oui. Le scénario redouté. On est en pleine nuit, les secours annoncent un délai d'1 heure et le bébé arrive. Dans notre inconscient moderne, un accouchement nécessite des moniteurs, des chirurgiens, des lumières crues. Se retrouver face à ça donne envie de tout précipiter. Cela soulève une question importante sur notre rapport à la naissance. C'est l'événement physiologique naturel par excellence, mais il est perçu aujourd'hui comme une urgence chirurgicale. Face aux cris et à la douleur de la mère, l'accompagnant improvisé ressent une pression immense pour agir. On veut devenir un obstétricien d'opérette. C'est ça, le réflexe est de vouloir accélérer la sortie de l'enfant en tirant sur les épaules, ou pire, en tirant sur le cordon une fois le bébé sorti pour expulser le placenta.
Or, l'auteur impose 3 règles d'or qui m'ont frappé par leur passivité disciplinée. Règle 1, on laisse faire la nature, l'utérus sait comment contracter. Règle 2, on se contente de retenir très doucement la tête du bébé pendant la contraction pour éviter les déchirures. Mais c'est la 3e règle qui porte la mention danger de mort, l'interdiction formelle de tirer sur le cordon. Pourquoi c'est si fatal ? Parce que tirer sur le cordon alors que le placenta est encore agrippé à la paroi utérine, c'est risquer un cataclysme obstétrical, l'inversion utérine. L'inversion utérine. Concrètement, on risque de retourner l'utérus comme un doigt de gant et de l'arracher vers l'extérieur. Ça provoque une hémorragie interne massive que rien ne peut stopper sans un bloc opératoire immédiat. Oh mon Dieu, la mère peut se vider de son sang en quelques minutes. L'enseignement profond du livre ici est la retenue. En situation de crise extrême, ne rien faire est souvent la décision médicale la plus pointue qui soit. On réceptionne, on ne tracte jamais. Une fois le bébé sorti, le livre nous ramène à la survie élémentaire. On apprend qu'on peut faire bouillir des lacets de chaussures pour ligaturer le cordon fermement avant de le sectionner avec des ciseaux désinfectés. L'improvisation du matériel, toujours ? Mais le détail qui m'a glacé le sang, c'est l'ennemi invisible qui guette le nouveau-né. On s'inquiète des infections ou de la respiration, mais l'auteur prévient que le risque majeur, c'est l'hypothermie. Un nouveau-né sort d'un bain de liquide amniotique maintenu à 37 degrés. Dès qu'il entre en contact avec l'air de la pièce, l'humidité sur sa peau s'évapore. Et ça le refroidit ? Massivement, la physique de l'évaporation absorbe la chaleur du corps. Le bébé se refroidit à une vitesse vertigineuse. Le geste vital n'est pas de chercher une balance pour le peser, mais de le frictionner vigoureusement et immédiatement avec une serviette sèche. Ce frottement accomplit 2 miracles à la fois, n'est-ce pas ? Absolument. D'une part, on le sèche pour stopper la perte de chaleur, et la friction génère de la chaleur de surface. D'autre part, cette stimulation vigoureuse sur la peau envoie une décharge d'informations au système nerveux, ce qui déclenche souvent le premier cri. Et donc, la première respiration autonome ? Voilà, ça ouvre les alvéoles pulmonaires. Ensuite, le seul moniteur nécessaire, c'est le ventre de la mère. On pose l'enfant nu contre la peau nue de la mère, sous des couvertures. La chaleur corporelle maternelle va se synchroniser avec celle de l'enfant. C'est la plus parfaite des couveuses. Utiliser des lacets et l'énergie thermique d'un corps humain pour recréer une unité néonatale de fortune, c'est quand même incroyable. C'est vrai. Si on prend un peu de hauteur sur tous les cas de figure qu'on vient de traverser, de la chimie de la peau aux accouchements, ce livre n'est pas juste un inventaire de remèdes de grand-mère. C'est un changement radical d'état d'esprit. L'ouvrage accomplit la prouesse de démédicaliser la survie pour la ramener à ses fondations. La biologie, la physique, la chimie. Nous souffrons vraiment du biais de l'équipement. On pense qu'il faut une valise remplie de matériel pour sauver une vie. Alors que la réalité démontrée ici, c'est que l'outil de survie le plus sophistiqué, c'est le cerveau humain, couplé à la compréhension de son propre fonctionnement. Le matériel n'est qu'une commodité, le savoir est l'essence de l'intervention. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Que l'autonomie face au désastre, ça s'achète pas dans une trousse à pharmacie hors de prix, ça s'étudie. Et pour clore cette discussion sur une image qui illustre cette nécessité de voir notre monde avec de nouveaux yeux, il y a un concept sur la toxicité de notre environnement proche qu'il est impossible de passer sous silence. Les menaces invisibles du quotidien. Exactement. Imaginons une simple promenade l'après-midi dans un parc urbain ou sur un chemin forestier. Le paysage est serein. On passe devant des végétaux d'une grande beauté, des éléments qu'on trouve dans n'importe quel jardin. La baie d'Alonne, le muguet. Voilà, la baie d'Alonne avec ses baies noires qui ressemblent à des myrtilles, le muguet si innocent qu'on l'offre au mois de mai, ou encore le laurier rose qui borde les terrasses ensoleillées, on les regarde sans arrière-pensée. Alors que ce sont de véritables poisons. Et pourtant, oui, ces plantes abritent des cocktails de toxines neurologiques et cardiaques foudroyants. L'ingestion de seulement 2 ou 3 baies par un enfant curieux, ou simplement le fait de boire l'eau croupie d'un vase de muguet, ça peut provoquer un arrêt cardiaque mortel. Ça fait réfléchir. Cela laisse une pensée troublante. Combien de menaces silencieuses et magnifiques croisons-nous chaque jour, en oubliant que face à la complexité de la nature, notre seule véritable arme d'autodéfense est simplement de savoir qu'elles existent ?